Une mission de l'organisation américaine Human Rights Watch, qui a séjourné sur place du 19 au 28 avril 2002, insiste sur un point. La résistance des combattants palestiniens ne doit pas faire oublier l'essentiel. Le camp de réfugiés était le lieu de résidence de 14 000 civils palestiniens. Conformément au droit humanitaire international, les forces de défense d'Israël étaient dans l'obligation de prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher que leur incursion militaire n'ait des répercussions disproportionnées parmi les civils. Il n'en a rien été, au contraire. Si les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve d'exécution sommaire systématique, ils relèvent des cas d'exécution illégale et délibérée, ainsi que des assassinats ou des blessures infligées résultant d'une utilisation excessive ou disproportionnée de la force, qui viole le droit humanitaire international, qui interdit l'homicide volontaire contre des non-combattants. Le rapport note, en outre, l'interdiction faite pendant 11 jours aux ambulances de pénétrer dans le camp et les attaques directes contre le personnel médical. Au total, les soldats israéliens ont détruit 35% du camp de réfugiés et privé de toit quelques 8000 personnes, saccagé les terres agricoles, causé de sérieux dommages aux infrastructures hydrauliques et électriques, et enfin réduit au chômage la quasi-totalité de la population du camp. Le témoignage qu'a confié Moshe Nissim, un réserviste israélien de 40 ans, qui conduisait un énorme bulldozer au quotidien Yediot Aharonot, résume l'état d'esprit des soldats. Au moment où je suis entré dans le camp avec le bulldozer, quelque chose s'est cassé dans ma tête. Je suis devenu dingue. Vous savez comment j'ai tenu 75 heures? Je ne suis pas descendu du bulldozer. Je n'avais pas de problème de fatigue parce que je buvais du whisky tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir un chemin? Vous rasez des bâtiments des deux côtés. Il n'y a pas d'autre manière, parce que le bulle était beaucoup plus large que leur ruelle. Mais je ne cherche pas d'excuses ou quoi que ce soit. Il faut les raser. J'en ai rien à foutre de démolir leur maison, parce que ça sauvait les vies de nos soldats. Quand on me disait d'abattre une maison, j'en profitais pour en abattre d'autres. Beaucoup de gens étaient dans les maisons que nous devions démolir. Je n'ai pas vu de mes yeux quelqu'un mourir sous la lame du D9, et je n'ai pas vu de maison s'effondrer sur des gens vivants. Mais si c'était le cas, je m'en foutrais. L'impasse se poursuit et les haines s'accumulent. La déshumanisation de l'adversaire devient la règle dans chaque camp. Les civils tués d'un côté justifient les civils tués de l'autre. La guerre déclenchée par les États-Unis contre l'Irak en mars 2003 va-t-elle entraîner une redistribution des cartes? Pour certains observateurs, après sa victoire éclair contre Saddam Hussein, l'administration américaine sera contrainte, comme en 1991, après la dernière guerre du Golfe, de donner quelques satisfactions à ses alliés arabes et de faire progresser la négociation israélo-palestinienne. Mais c'est oublier que l'administration de George W. Bush inscrit désormais le conflit israélo-palestinien dans la guerre contre le terrorisme et renforce une alliance sans faille avec Israël. Aucune pression n'est exercée sur Tel Aviv et Yasser Arafat est désormais considéré comme infréquentable. Pourtant, le 30 avril 2003,
Washington rend publique la feuille de route élaborée dans le cadre du quartet États-Unis, Russie, Union européenne, Nations unies. La divulgation de ce document a été repoussée plusieurs fois par la Maison-Blanche, qui a imprimé sa marque et a accédé à de nombreuses demandes israéliennes, notamment celle d'une réforme palestinienne. Il est assez ironique de constater que cette demande, dirigée notamment contre la corruption, ne parle jamais de la corruption qui gangrène la politique israélienne. La feuille de route prévoit la création en 3 phases d'un État palestinien d'ici 2005. Dans une première étape, elle demande aux Palestiniens de reconnaître à nouveau le droit à l'existence et à la sécurité de l'État d'Israël et de renoncer à toute violence, de réformer en profondeur l'autorité palestinienne avec la nomination d'un Premier ministre doté de pouvoirs étendus. Aux Israéliens de s'engager à soutenir la création de l'État palestinien, de lever les couvre-feux et de restaurer la libre circulation, de cesser les attaques contre la population palestinienne, ainsi que les confiscations, destructions de maisons, de retirer progressivement leurs forces des territoires réoccupés depuis le 28 septembre 2000, afin de geler la croissance, même naturelle, des colonies juives, de geler la croissance, même naturelle, des colonies juives et de démanteler les colonies dites illégales, c'est-à-dire créées sans l'accord explicite du gouvernement. Rappelons que toutes les colonies sont illégales au regard du droit international. Dans une deuxième phase, les efforts porteront sur la création d'un État palestinien indépendant aux frontières provisoires, doté des attributs de la souveraineté et fondé sur une nouvelle constitution. La troisième et dernière phase verra, avant la fin de 2005, et qu'est-il écrit, un accord sur le statut final traitant également des frontières, de Jérusalem, des réfugiés et des colonies. Si l'autorité palestinienne s'engage dans la réforme, avec la nomination d'un Premier ministre et un contrôle extrêmement strict de ses finances, aucune contrepartie ne viendra d'Ariel Sharon. Son refus de retirer les troupes israéliennes jusqu'aux lignes d'avant le début de la seconde intifada et de démanteler les colonies illégales, tout comme le maintien d'un blocus des populations palestiniennes, n'offre aucune marge de manœuvre au Premier ministre Mahmoud Abbas, Abou Mazen, l'un des dirigeants palestiniens les plus modérés. Celui-ci doit démissionner. Il sera remplacé le 10 septembre 2003 par Ahmed Koraï Abou Allah. Le cessez-le-feu décrété par toutes les organisations palestiniennes, y compris le Hamas et le djihad islamique, le 29 juin 2003, ne résistera pas à la poursuite des assassinats ciblés par l'armée israélienne. Bref, le Premier ministre israélien alimente délibérément la spirale de la violence, le terrorisme des attentats suicides, répondant au terrorisme d'État.